Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Mise au Point où on va parler de la pollution de l'air. En France, la pollution atmosphérique est définie par le Code de l'environnement, comme la présence ou l'introduction par l'homme dans l'atmosphère et les espaces clos d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences néfastes sur la santé humaine et les écosystèmes, influençant les changements climatiques, détériorant les biens matériels ou encore causant des nuisances olfactives excessives. Dans cette définition, on retrouve des choses dont on a déjà parlé, en commençant par le fait qu'une pollution puisse avoir une origine naturelle. Plus important, un polluant a par définition des effets néfastes. Cela veut dire qu'une substance est considérée comme un polluant que sous certaines conditions. Avec l'eutrophisation qu'on a vue la dernière fois, c'est particulièrement frappant. Les substances qui causent cette pollution sont des substances vitales pour beaucoup d'organismes. Les nitrates et les phosphates sont considérés comme des polluants que sous certaines conditions, en l'occurrence quand ils sont trop concentrés. C'est la même chose avec le CO2 par exemple, ce n'est pas toujours un polluant, mais à de fortes concentrations il a des effets sur la santé humaine, et sous ces conditions, c'est considéré comme un polluant. En ajouter en grande quantité dans l'atmosphère participe aussi au problème du changement climatique, qui est, je le souligne, considéré comme une forme de pollution. La modification du système climatique par les émissions des activités humaines a des effets néfastes, et donc répond parfaitement à la définition de pollution. Et je vais commencer à vous parler sérieusement de la pollution de l'air avec un petit historique. Les premières communautés humaines se sont regroupées dans des cavernes, des lieux clos, pas spécialement réputés pour leur performance de ventilation. La suie trouvée sur le plafond des grottes préhistoriques confirme que leurs habitants étaient en présence d'un niveau élevé de pollution, ce qui ne devait pas pour autant être leur première source de préoccupation. La pollution de l'air due en bonne partie au feu que l'on utilisait pour se chauffer, se protéger, cuire nos aliments, faire des poteries ou pratiquer la métallurgie a accompagné l'humanité tout au long de son évolution. On retrouve des traces de cuivre ou de plomb de la métallurgie des Grecs, des Romains et des Chinois dans les carottes de glace du Groenland. Si ces traces nous permettent de suivre l'évolution de la production de différents métaux à travers l'histoire, la pollution qui en résultait était faible et souvent cantonnée à la périphérie des villes. Par contre, les feux domestiques dans les habitations formaient une source importante de pollution de l'air intérieur dans de nombreuses civilisations. Au XVIIIe siècle, le charbon remplace le bois dans de nombreux foyers et est utilisé pour la production électrique et les usines. La pollution de l'air franchit alors un palier supplémentaire avec l'utilisation de ces ressources fossiles. Un épisode particulièrement marquant fut le Grand Smog de Londres en 1952. Des températures froides poussent de nombreux foyers à brûler du charbon domestique de piètre qualité, contenant une teneur élevée en soufre. Quand un anticyclone recouvre Londres et qu'il n'y a plus un seul souffle de vent, la pollution s'accumule jusqu'à des niveaux dangereux. On estime que 4 jours de pollution exceptionnelle ont fait 12 000 morts et 100 000 malades. Cet épisode fit prendre conscience du phénomène de pollution de l'air et de la nécessité de veiller à sa qualité. Il entraîna la mise en place de réglementations limitant l'utilisation de combustibles polluants. C'est quelque chose qui peut nous paraître normal, mais à l'époque, la pollution ou l'environnement n'était pas encore une préoccupation. On sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Même si elle a évolué au fil du temps, la pollution de l'air a toujours accompagné notre civilisation. Ce n'est pas un phénomène entièrement nouveau. Mais est-ce que son impact sur les sociétés est important? On peut distinguer deux types de pollution. La pollution de l'air dans les espaces clos et la pollution extérieure. La pollution de l'air à l'intérieur des habitations reste un gros problème. Surtout que l'on passe une grande partie de notre existence dans les espaces clos. On y est donc beaucoup plus exposé. L'Organisation mondiale de la santé estime que 3 milliards de personnes font la cuisine et chauffent leur logement à l'aide de foyers ouverts ou de simples poêles, dans lesquels ils brûlent de la biomasse, bois, déjections animales, résidus agricoles et du charbon. Cette pollution entraîne la mort prématurée de 4,3 millions de personnes dans le monde chaque année, à travers des pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques ou des maladies pulmonaires. Plus de la moitié des morts par pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans sont dues à l'inhalation des matières particulières provenant de la pollution de l'air intérieur. Les polluants les plus préoccupants pour l'air intérieur ne sont pas forcément les mêmes que pour l'air extérieur. Par exemple, le monoxyde de carbone qui provient d'une combustion incomplète est fréquemment responsable d'intoxications domestiques pouvant être mortelles. C'est une pollution de l'air accidentelle d'un espace clos. Les composés organiques volatiles sont d'autres polluants qui posent plus de problèmes en intérieur qu'en extérieur. Ce sont des composés organiques, c'est-à-dire des molécules contenant du carbone, et volatiles, c'est-à-dire pouvant facilement se trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Ils peuvent être d'origine anthropique, provenant par exemple du raffinage de produits pétroliers ou de l'évaporation de solvants organiques. Ils peuvent être aussi naturellement émis par des plantes ou des fermentations. Plus de 100 000 substances chimiques font partie de notre quotidien. Certaines contribuent à la formation de cancers, de problèmes de reproduction, de difficultés respiratoires importantes, de maladies de peau ou encore d'allergies.
Carburant, peinture, colle, plastique, solvants, insecticides, parfums d'intérieur, produits de nettoyage peuvent contenir des composés organiques volatiles fortement cancérigènes. Ces produits peuvent devenir particulièrement problématiques dans les espaces clos où ils se concentrent, comme par exemple les intérieurs d'habitation ou les habitacles de voitures. À l'extérieur, ils posent en général beaucoup moins de complications. Les particules fines sont également un problème de pollution de l'air intérieur, mais comme elles concernent également la pollution de l'air extérieur, on va en parler un peu plus tard. Au final, quelqu'un qui n'oserait pas ouvrir sa fenêtre de peur de la pollution de l'air extérieur se trompe lourdement. L'air intérieur est souvent plus dommageable pour la santé humaine que l'air extérieur. C'est pourquoi il est conseillé d'aérer régulièrement les espaces clos. Regardons maintenant ce qu'il se passe dehors. La pollution de l'air extérieur est également un problème conséquent. L'OMS estime qu'elle engendre 3,7 millions de morts par an, dont 88% dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est. Mais quels sont les polluants responsables de la pollution de l'air extérieur ? Il y a le dioxyde de soufre, SO2, un gaz incolore à l'odeur d'œuf pourri. C'est un gaz naturellement émis par les volcans. La source anthropique principale de dioxyde de soufre est la combustion des énergies fossiles, pour le chauffage domestique, la production électrique ou les voitures à moteur. On retrouve encore une fois les combustibles fossiles. 50% des émissions mondiales de dioxyde de soufre proviennent du charbon et 30% du pétrole. Ce gaz affecte le système respiratoire et provoque des irritations oculaires. La réaction avec l'eau produit de l'acide sulfurique, principal composant des pluies acides, une autre forme de pollution. Il y a également le dioxyde d'azote, NO2. C'est un gaz toxique, brun-rouge, qui dégage une odeur âcre et piquante caractéristique que l'on peut percevoir dans les rues polluées par la circulation automobile. Les émissions de dioxyde d'azote sont principalement dues au transport routier. Il provoque une inflammation des voies respiratoires et aggrave l'asthme. En plus de ses effets sur la santé humaine, il réagit dans l'atmosphère pour former de l'acide nitrique, contribuant au phénomène d'eutrophisation dont on a déjà parlé et dans une moindre mesure à l'acidification des eaux douces. Mais il y a aussi l'ozone, un gaz dont vous avez déjà entendu parler si vous suivez ma chaîne. C'est un oxydant très puissant. Il est naturellement présent dans la haute atmosphère. L'ozone de la haute atmosphère est celui dont on parle quand on parle du trou dans la couche d'ozone. Et vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Celui qui nous intéresse ici, c'est l'ozone troposphérique de la basse atmosphère. Cette ozone a des effets marqués sur la santé de l'homme, les animaux et les végétaux. L'ozone est extrêmement nocif pour les poumons, mais aussi les reins, le cerveau et les yeux. Il cause des œdèmes pulmonaires, des difficultés respiratoires, des troubles de la vision, des inflammations des reins, des vertiges et affaiblit nos défenses immunitaires. Et cette liste n'est même pas exhaustive. En plus de cela, il peut gravement nuire aux végétaux et par conséquent diminuer les rendements agricoles. En gros, c'est pas du tout notre pote. Sans activité humaine, l'ozone troposphérique est quasiment inexistant. Il se forme sous l'effet de réactions entre divers polluants, comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles dont on vient de parler, et en présence de rayonnement solaire. C'est pourquoi on observe des pics de concentration pendant les périodes de temps ensoleillées. On parle de polluants secondaires. Il n'est pas émis directement par une activité, mais se forme a posteriori, à partir d'autres polluants. L'ozone a certes plus d'impact que les composés soufrés ou azotés, mais ce n'est pas le pire des polluants de l'air. Et oui, le gros problème de la pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle les particules fines. Elles se composent d'un mélange de substances organiques et minérales, sous forme solide ou liquide. Les particules fines forment ce qu'on appelle un aérosol, une multitude de petites particules en suspension dans l'air. Les particules les plus nuisibles pour la santé sont celles dont le diamètre est inférieur à 10 microns, 10 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Du fait de leur taille, elles ne sont pas arrêtées au niveau du nez et de la bouche et pénètrent les bronches. L'exposition chronique aux particules est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de cancer du poumon. Les particules fines ont des origines très différentes. Elles peuvent être d'origine naturelle et provenir d'éruptions volcaniques, de l'érosion par les vents, de particules du désert mises en suspension, ou encore des feux de forêt, de brousses, de savanes ou de prairies. Le pollen et les embruns sont aussi des particules fines. Les activités humaines forment des particules fines à travers la combustion de bois ou de ressources fossiles. Les centrales thermiques, les procédés industriels, les transports et l'agriculture émettent également des particules fines. Un des composés que l'on retrouve souvent dans les particules fines est ce qu'on appelle le noir de carbone, une forme de carbone présente dans la suie et produit lors de la combustion de matière organique. Les particules fines sont donc la forme physique que prennent différents éléments chimiques. Ce n'est pas un élément chimique à proprement parler, et on peut même faire une distinction supplémentaire. Certaines particules fines sont émises directement. Par exemple, les pneus, les freins ou l'abrasion des routes va émettre des petites particules de matière solide. D'autres particules fines se forment dans l'air à partir de réactions. Par exemple, les oxydes d'azote émis par les voitures et l'ammoniac provenant en bonne partie de l'élevage sont des gaz qui vont réagir pour former des particules fines dans l'atmosphère sous forme de nitrate d'ammonium.
On parle alors de particules secondaires, parce qu'elles sont formées indirectement. En France, d'après un rapport de 2008, les émissions de particules fines proviennent pour 30% des industries, pour 25% du secteur résidentiel tertiaire, notamment à cause de la combustion de bois, pour 30% de l'agriculture et pour 15% des transports. La part du transport peut paraître faible, mais les émissions par le transport se font souvent dans des zones densément peuplées, ce qui est moins le cas de l'agriculture ou de l'industrie. On peut aussi souligner qu'une partie importante de l'impact de l'agriculture provient encore une fois de l'élevage intensif. La formation de particules fines est importante dans les cas de combustion mauvaise ou incomplète. C'est pourquoi les cheminées à foyer ouvert ont été interdits dans de nombreuses communes. Ils produisent énormément de particules fines par rapport à l'énergie qu'ils fournissent. Brûler du bois ne veut pas dire que l'on ne pollue pas. Heureusement, des poêles ou des cheminées plus efficaces permettent d'émettre nettement moins de particules fines en améliorant la combustion. On peut voir que de nombreuses substances différentes participent au problème de pollution de l'air. Dans la majorité des cas, on est exposé à un charmant cocktail de pollution. Et le meilleur exemple est le smog. Le smog est une brume brunâtre et épaisse que beaucoup d'entre nous ont déjà vue, au moins en photo. C'est une condensation de l'eau sur des particules fines en suspension en présence d'ozone. On trouvera également dans le smog les précurseurs de l'ozone, comme les oxydes d'azote et le soufre dont on a déjà parlé. C'est super, il y a à peu près tout ce qu'on a décrit. C'est la pollution de l'air en une image. Certaines villes polluées baignent constamment dans ce smog. Pour d'autres, il n'apparaît que quelques jours par an. Quand la pollution de l'air est trop élevée, on lutte contre les pics en appliquant différentes mesures, comme limiter la circulation des véhicules ou leur vitesse, limiter ou interdire l'utilisation d'appareils de chauffage au bois, la combustion de déchets verts, les activités industrielles ou les épandages agricoles. Et avec tout ce qu'on vient de dire, vous comprenez sans doute très bien pourquoi. Mais il faut savoir que la majorité de l'impact sanitaire de la pollution de l'air provient de l'exposition chronique et non des pics de pollution. L'exposition chronique, c'est l'exposition à une concentration en polluants, pas nécessairement forte, mais de façon répétée dans le temps. On parle beaucoup des pics de pollution, mais leur impact est moindre que celle des concentrations plus faibles, mais sur une période beaucoup plus longue. Si on regarde à la fois l'intérieur et l'extérieur, la pollution de l'air représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine. Et elle ne fait pas que raccourcir de quelques mois l'espérance de vie de chacun. L'OMS estime par exemple que plus de 600 000 enfants de moins de 5 ans en meurent chaque année. En France, en 2015, le Sénat a évalué le coût de la pollution de l'air à 100 milliards d'euros. Vu la difficulté de ce type d'exercice, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Mais il est quand même impressionnant de voir qu'une estimation du préjudice dû à la pollution de l'air s'élève à presque 1/20 du PIB de la France. L'Agence de santé publique française estime que chaque année, la pollution de l'air tue 48 000 Français. C'est le 3e facteur de mortalité derrière le tabac 78 000 et l'alcool 49 000. La pollution de l'air serait responsable de 9% de la mortalité en France. C'est actuellement le premier facteur de risque environnemental pour la santé humaine. En agissant pour une meilleure qualité de l'air, les pays peuvent réduire le nombre de morts prématurées imputables aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies cardiaques, au cancer des poumons et aux affections respiratoires chroniques et aiguës. On a à peu près fait le tour de la question, mais j'aimerais ajouter quelques remarques. D'abord, il y a une bonne nouvelle. La pollution de l'air ne souffre pas des mêmes inerties que le changement climatique, l'acidification des océans ou la destruction de la couche d'ozone. Les polluants et les poussières atmosphériques retombent au sol sur des temps relativement courts. Si nous agissons sur les causes, nous voyons rapidement les effets. Et c'est pour cela que l'on peut agir quand il y a des pics de pollution. Attention, la pollution de l'air est un problème important. Mais contrairement à d'autres problématiques que je traite sur cette chaîne, elle n'engage pas l'humanité pour des siècles. Ces dommages se portent presque exclusivement sur la génération qui la provoque. Et du coup, des formes de pollution qu'on a vues, c'est peut-être une des plus justes. En plus, la pollution de l'air est aussi un problème local. On respire les polluants qui sont générés autour de nous. On ne retrouve pas ce cynisme du changement climatique où ceux qui en souffrent le plus sont souvent les moins responsables. Et on peut agir sur cette pollution. Il existe des lois qui réglementent la qualité de l'air, en interdisant par exemple de brûler des déchets verts. La technologie permet également de diminuer les émissions de polluants. On sait par exemple faire des cheminées fermées ou des poêles qui émettent moins de particules fines en optimisant la combustion. Et comme souvent, agir sur cette pollution relève aussi des choix de chacun en termes d'habitude et de consommation. Pour la pollution de l'air intérieur, on peut veiller à aérer régulièrement et on peut aussi éviter d'acheter les produits qui émettent le plus de composés organiques volatiles. Pour la pollution de l'air extérieur, vu la part importante des transports, des combustibles fossiles et de l'élevage intensif, on peut adapter nos choix de consommation en conséquence. Et c'est ce que j'appelle la convergence des pollutions. Je pense qu'il n'échappe à personne qu'à travers les différents sujets que j'aborde, on trouve souvent les mêmes substances et les mêmes causes. Et c'est une bonne nouvelle qu'on veuille agir
contre l'acidification des océans, contre l'eutrophisation, contre le changement climatique, contre la pollution de l'air. On trouve des causes communes: surconsommation, combustibles fossiles, élevage intensif, etc. Cela veut dire que on peut agir sur tous ces problèmes en même temps. Je peux même illustrer cela avec un exemple d'actualité. Le 5 juillet, plusieurs ONG ont sorti un rapport sur le charbon en Europe. Il serait responsable de 18% des émissions européennes de gaz à effet de serre. Il provoquerait également 23 000 morts par an, tout en étant largement subventionné. À titre de comparaison, l'OMS estime que la catastrophe de Tchernobyl a fait en tout 9 000 morts. Si ces deux chiffres sont vrais, cela veut dire que la pollution de l'air due au charbon en Europe tue chaque année 2,5 fois plus de personnes que la catastrophe de Tchernobyl. Alors c'est une comparaison un peu osée et qui risque de faire hurler dans les commentaires. Et je l'ai choisi un peu pour cela. Mais aussi parce que ça illustre bien la différence de perception entre une pollution chronique et un pic de pollution. La priorité pour la santé humaine, le climat et beaucoup d'autres questions semble être de s'affranchir des ressources fossiles, en commençant par le charbon. Et je ne dis pas qu'il faut le faire à travers le nucléaire. Il y a d'autres solutions, les énergies renouvelables, ou alors tout simplement consommer moins d'énergie. Mais ce que je peux dire avec les connaissances à ma disposition, c'est que de toutes les possibilités qui s'offrent à nous, le charbon est sans doute la pire. Et pourtant, c'est une des plus largement utilisées. La pollution de l'air est le premier facteur de risque environnemental pour la santé humaine. Chaque année, elle cause la mort prématurée de plus de 7 millions de personnes dans le monde et 48 000 en France. Cette pollution est due à l'émission par les activités humaines d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de composés volatiles organiques et aussi et surtout de particules fines. On peut lutter contre la pollution de l'air en diminuant les émissions de polluants et en voir immédiatement les effets. Les principales sources contre lesquelles on peut lutter sont les rejets industriels, l'agriculture, les transports et la combustion de biomasse. On peut le faire à travers des réglementations, des innovations technologiques, mais aussi des changements d'habitude et de consommation. Comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un pouce bleu et en me partageant. N'hésitez pas non plus à parler de ce sujet autour de vous, à en discuter dans les commentaires ou à me poser des questions. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des composés organiques persistants. Et rassurez-vous, ce sera plus intéressant que ce titre ne le laisse penser. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.